Bonjour, nous allons continuer notre cours de bioénergétique qui fait partie du module enzymologie biochimie métabolique. Donc, le cours, cette séance aura pour titre bioénergétique et métabolisme cellulaire. Donc, pour rappel, la bioénergétique étudie l'approvisionnement, l'utilisation et les transferts d'énergie dans les cellules vivantes. Cette énergie est nécessaire pour les fonctions assurées par les cellules. Donc, l'utilisation de l'énergie par la cellule sert, entre autres, à la production ou synthèse des molécules, transport des molécules, aux communications intracellulaires et ainsi que processus de régulation thermique, aux climatisations ainsi que les fonctions de lyse. Donc, quelles sont les sources d'énergie? La principale source d'énergie étant l'énergie lumineuse qui est indispensable pour le maintien de la vie sur Terre. Cette énergie lumineuse est transformée en énergie chimique qui est contenue dans des molécules organiques. Et vous avez ici résumé ce que je viens de dire avec cette énergie lumineuse qui va servir pour le processus biochimique de photosynthèse qui va permettre la synthèse de la matière organique, de composés organiques à partir du CO2 et de l'H2O. Et la matière organique qui est obtenue va être dégradée par des processus de catabolisme, notamment la respiration, pour fournir des composés riches en énergie. On distingue deux types d'organismes, les organismes autotrophes qui ont la capacité de capter l'énergie solaire et de l'utiliser pour la synthèse des composés alimentaires, des nutriments, et les organismes hétérotrophes qui sont incapables d'élaborer leur propre matière. Ils doivent assimiler l'énergie contenue dans les composés disponibles dans le milieu environnant. Les deux types d'organismes, c'est-à-dire autotrophes et hétérotrophes, métabolisent ces nutriments par dégradation, par catabolisme, par oxydation, et ça va servir à la libération d'énergie, entre autres. Donc, on va aborder le métabolisme cellulaire. Déjà, en quoi consiste le métabolisme? Le métabolisme vient du mot métabolé, en grec, ça veut dire transformation. Le métabolisme est l'ensemble des transformations ayant lieu dans une cellule. Les réactions, ce sont des réactions biochimiques. Ces transformations sont des réactions biochimiques catalysées par des enzymes. Et ces réactions sont organisées en série de réactions séquentielles. L'ensemble, la série, une série de réactions séquentielles, constitue une voie métabolique. Lors d'une voie métabolique, on a un précurseur ou substrat qui va être transformé en un produit ou plusieurs produits, tout en passant par des intermédiaires métaboliques. L'exemple type de voie métabolique est la glycolyse, qui a 10 réactions séquentielles où le produit d'une réaction devient le substrat de l'autre réaction, de la réaction suivante. Les réactions de catabolisme, c'est-à-dire les réactions cataboliques, fournissent l'énergie nécessaire aux réactions anaboliques et bien sûr à d'autres fonctions. Ceci par des intermédiaires communs qui sont des composés qui emmagasinent l'énergie chimique. Les composés comme l'ATP, phosphorylé, et aussi des équivalents réducteurs comme la nicotinamide adénine dinucléotide, la NADH, la nicotinamide adénine dinucléotide phosphate NADPH, et la flavine adénine dinucléotide. Ce sont des transporteurs d'électrons qui sont fournis par le catabolisme sous la forme réduite.
L'ATP étant la molécule énergétique principale qui va servir de couplage entre les transformations endergoniques et exergoniques et les équivalents réducteurs ou intermédiaires réducteurs vont participer aux réactions d'oxydoréduction qui vont faire l'objet d'un autre cours. Donc là, vous avez ce slide qui montre ce qu'on vient de dire. Là, les nutriments, que ce soit de nature protéique, glucidique, lipidique, vont subir des réactions de dégradation, c'est le catabolisme. Ils vont donner des produits finaux simples, les molécules d'eau, dioxyde de carbone et d'ammoniac. Et nous avons les précurseurs, de l'autre côté, nous avons des précurseurs simples qui peuvent servir pour la synthèse de macromolécules protéiques, glucidiques et lipidiques. Et bien sûr, entre les deux volets, catabolisme et anabolisme, nous avons ces composés hautement énergétiques, notamment l'ATP et les équivalents réducteurs. Ceci pour un organisme organotrophe. Donc, quand on parle de composés riches en énergie, au sein de ces composés, nous avons des liaisons riches en énergie qui sont représentées par le symbole, ces liaisons, par le symbole squiggle. J'ai donné l'exemple là de l'ATP. On a l'ATP qui est avec la liaison de type anhydride phosphate au groupement gamma PO3H2. L'hydrolyse de l'ATP en ADP plus PI, c'est une réaction exergonique avec une variation d'énergie libre de -7 à -8 kcal par mol. C'est le composé référence au niveau énergétique. Donc, seuls les composés qui, après hydrolyse, libèrent au moins 5 kcal sont qualifiés de riches en énergie. Il faut souligner, il faut remarquer qu'il y a des liaisons phosphates, mais ils ne sont pas classés comme riches en énergie, notamment la liaison ester-phosphate d'alcool dans le glucose 6-phosphate ou le glycérol 3-phosphate. D'un autre côté, il y a d'autres liaisons qui sont énergétiques, mais ne sont pas de type phosphate. La liaison thioester, par exemple, avec une variation d'énergie libre de -16 kcal par mol. Et enfin, il y a des liaisons vraiment pauvres en énergie, liaisons ester, osidique et peptidique. Qu'est-ce qui explique le caractère fortement exergonique de cette réaction d'hydrolyse de l'ATP? Il y a 3 éléments. D'abord, la molécule d'ATP présente 4 groupements phosphates et dans des conditions de pH physiologique, on a 4 charges négatives. Ceci va créer une répulsion électrostatique stérique au sein de la molécule d'ATP, ce qui la rend instable par rapport à l'ADP et au phosphate inorganique. Autre élément étant les structures en résonance, c'est-à-dire que l'ADP et le phosphate inorganique sont stabilisés par résonance, ce qui donne un niveau énergétique moins élevé que l'ATP, donc plus stable énergétiquement parlant. Troisième élément, qui n'est pas représenté ici, c'est l'hydratation. L'ADP et le PI sont mieux hydratés, plus entourés par des molécules d'eau que l'ATP, ce qui confère à l'ADP et au phosphate inorganique une stabilité par rapport à l'ATP. Donc ici, vous avez la structure de l'ATP, adénine, ribose, et avec les groupements phosphate alpha, bêta et gamma, et les formes résonantes de phosphate inorganique orthophosphate. Donc, dans les voies métaboliques, on a plusieurs composés phosphorylés. Et on va les distinguer, on va les classer de point de vue énergétique en fonction
de la variation d'énergie libre ou d'enthalpie libre standard qui, lors du détachement par hydrolyse de leur groupement phosphate. Et nous avons ce tableau qui représente ces composés phosphorylés avec comme référence notre ATP, avec une variation d'énergie libre de moins 30,5 kJ par mol. Les composés phosphorylés qui sont au-dessus, comme le phosphoénol pyruvate, le 3-phosphoglycérate, l'acylphosphate, ils ont des variations d'énergie libre inférieures, plus négatives que l'ATP, et variation d'énergie libre inférieure à celle de l'ATP, de l'hydrolyse de l'ATP, et ceux qui sont en dessous, comme le glucose 1-phosphate et le fructose 6-phosphate, des variations d'énergie libre supérieures à celles de l'hydrolyse d'ATP. Donc, les composés qui ont une variation d'énergie libre inférieure à celle de l'hydrolyse d'ATP, leur décomposition peut servir à la synthèse de l'ATP à partir d'ADP. Comme le cas, l'exemple de la dernière réaction de la glycolyse avec la transformation du phosphoénol pyruvate en pyruvate. C'est ce processus qui est accompagné par la synthèse de l'ATP à partir d'ADP s'appelle phosphorylation liée au substrat. Certains auteurs parlent de phosphorylation au niveau du substrat. D'autres composés, avec des variations d'énergie libre supérieures à celles d'ATP, ils ont une liaison de type phosphoester. Donc, nous allons aborder un processus biochimique important au niveau métabolisme, et c'est le couplage énergétique. Le couplage énergétique, il y a différents types de conversion. Une conversion chimio-chimique, d'abord, au sein du métabolisme, nous avons des réactions qui sont fortement endergoniques. Ils ne peuvent pas avoir lieu de façon spontanée. Leur variation d'énergie libre, elle est positive. Ces réactions qui sont énergétiquement défavorables peuvent être favorisées si on les couple, on les associe à une réaction fortement exergonique, qui a une variation d'énergie libre standard négative. Ce couplage n'est possible que dans certaines conditions. La première, c'est que la somme des variations d'énergie libre du processus endergonique plus des variations d'énergie libre des deux réactions doit être négative. En plus, les deux réactifs doivent posséder un intermédiaire, au moins un intermédiaire commun. L'intermédiaire commun dont la structure confère une forte énergie libre de Gibbs est la molécule universelle, l'ATP. On peut dire que la cellule est capable d'utiliser l'énergie dégagée par hydrolyse d'ATP pour la réalisation des processus endergoniques, telle la synthèse des biomolécules. Nous avons sur ce tableau l'explication. Donc, on a une première réaction A qui donne B qui est fortement négative, dont la variation d'énergie libre est négative. C'est une réaction spontanée dans le sens de formation de B. La deuxième réaction avec une variation d'énergie libre qui est positive, donc elle n'est pas spontanée et il y a impossibilité d'aller dans le sens de formation de D à partir de C. Mais si on couple, si on associe les deux réactions ensemble, la réaction 1 plus la réaction 2, ça va, la somme des variations d'énergie libre des deux réactions va être négative. Et ce qui va donner la formation de D, la réaction globale se fait dans le sens de la formation de D.
Il y en a plusieurs types de couplage avec conversion chimio-chimique au sein des voies métaboliques. Je vais donner l'exemple de la synthèse de la glutamine à partir du glutamate, qui est endergonique, mais qui va être favorisée par l'hydrolyse de l'ATP en ADP. Au niveau de cette réaction, nous avons un transfert d'un groupement gamma-phosphate à partir de l'ATP sur le glutamate, et ce transfert est catalysé par des kinases ou phosphotransférases que vous allez étudier en enzymologie. Donc, le mécanisme de cette réaction, le groupement phosphoryl gamma de l'ATP est transféré à un métabolite avec obtention d'un intermédiaire phosphorylé. L'intermédiaire est plus instable, il est plus réactif et va subir une attaque nucléophile qui remplace facilement le phosphate avec synthèse du produit final. Donc ici, exactement sous forme de réaction, vous avez la synthèse de la glutamine à partir du glutamate, de l'acide glutamique. Voilà en ce qui concerne la conversion chimio-chimique, mais il y a un autre couplage avec conversion chimio-mécanique. Dans ce cas-là, l'énergie qui est mise en jeu dans le processus exergonique, elle est différente que celle du processus endergonique. Au niveau, par exemple, de la contraction musculaire, eh ben, l'hydrolyse de l'ATP est nécessaire pour le déclenchement de la contraction musculaire. Il va agir, il va interférer, l'ATP, le système ATP-ADP-PI, va interférer avec le fonctionnement du système actine-myosine qui est responsable, qui est à l'origine de la contraction musculaire et qui est expliqué par ce slide avec les différentes étapes et que vous allez étudier en détail en cours de physiologie. Donc, autre conversion, la conversion chimio-osmotique, elle concerne le transport actif. Quand on dit un transport actif, ça veut dire que c'est un processus endergonique qui a besoin d'énergie pour qu'il ait lieu. Donc, l'hydrolyse de l'ATP actionne les pompes. Et ce transport actif concerne pour une large part les ions H+, Na+, Ca2+, et K+. Donc, vous avez les cas de transport couplés à l'hydrolyse de l'ATP par la pompe à sodium, potassium ATPase, la pompe à calcium, la pompe à proton qu'on trouve dans la muqueuse gastrique. Et vous avez enfin cette illustration de la conversion chimio-osmotique. Et je vous remercie pour votre attention.